Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je suis Marion Fougeret, accompagnée aujourd'hui de mon collègue, donc Mathieu Place. Bonjour à tous. Alors nous sommes tous les 2 conseillers en immobilier d'investissement au sein du groupe, Résid'Études. Tout d'abord, un grand merci, à l'UFE, de nous accueillir une nouvelle fois pour ce webinaire. Vous êtes toujours aussi nombreuses et nombreux à nous suivre, donc merci à ceux qui nous connaissent pour votre fidélité et bienvenue, aux nouveaux participants. On sait que beaucoup d'entre vous, ne connaissent pas encore les fondamentaux de l'investissement immobilier, donc on prend le parti dans ce webinaire d'aborder le sujet dans les grandes lignes. Vous pouvez également nous contacter indirectement par mail, donc c'est expat.invest@resid-etudes.fr ou bien par téléphone au 01 88 88 10 69 ou également sur notre site internet residetudeinvest.com et /expat. Vous pouvez durant ce webinaire nous poser vos questions via le chat. On prendra le temps d'y répondre à la fin. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous présenter et à nous indiquer aussi où vous vous trouvez actuellement. Donc, on va commencer avec ce sujet d'actualité qui préoccupe beaucoup d'entre vous, notamment quand on parle d'investissement aujourd'hui. C'est la question donc de l'immobilier en période d'inflation. Donc, on sait que le marché boursier est durement touché. Beaucoup se demandent où leur argent pourrait bénéficier d'un meilleur degré de stabilité. On verra donc quel est l'impact de l'inflation sur les différents placements qui s'offrent à vous aujourd'hui. On verra ensuite comment l'immobilier, dans cette période de forte incertitude, tire son épingle du jeu pour mieux protéger son épargne et permettre aussi de continuer à se constituer un capital. Par ailleurs, c'est pas toujours évident de faire un investissement immobilier locatif quand on est expatrié. On n'est pas sur place, on connaît pas toujours bien le marché, on n'a pas toujours beaucoup de temps non plus. Et puis, il y a aussi l'accès au crédit qui n'est pas toujours évident. Donc, il y a beaucoup qui abandonnent, mais il y a des solutions d'accompagnement qui existent, qui sont totalement adaptées à la situation d'expatrié. Et c'est ce qu'on va pouvoir vous présenter à travers la solution de l'immobilier géré. Et puis, on verra ensuite donc différents parcours clients pour illustrer justement cet accompagnement avec quelques chiffres. Donc, pour commencer sur le point qu'on va faire au niveau du contexte actuel. Donc merci Marion. Donc on va commencer par l'investissement en période d'inflation. On voulait tout d'abord, vous définir qu'est-ce que l'inflation. Donc ce terme, bien sûr, désigne une augmentation des prix des biens et des services, dans une économie. Elle se mesure souvent en pourcentage et sur une année complète et elle peut être constante ou passagère. L'inflation, malheureusement, va dégrader la valeur de la monnaie et l'effet de l'inflation sur l'épargne est donc de réduire le pouvoir d'achat. Après des années de calme plat, l'inflation est de retour et c'est vrai que c'est une source de préoccupation, croissante pour de nombreux investisseurs. D'ailleurs, on peut le voir avec le graphique, que Marion va vous voilà, montrer, qui présente en fait l'inflation annuelle, relevée par l'INSEE de 1991 à 2021. Donc on s'aperçoit que pendant ces 30 dernières années, l'inflation annuelle, variait entre 0 et 2 par an. C'était un taux relativement indolore pardon, pour les épargnants, puisque les placements sécurisés rémunéraient plus ou moins dans les mêmes proportions, voire d'ailleurs même plus pour l'investissement immobilier. Cependant, malheureusement, avec la crise sanitaire qu'on a connue, la guerre en Ukraine, l'augmentation des prix sur les biens et les matières premières, on s'aperçoit qu'en avril 2022, sur 12 mois glissants, l'inflation s'est envolée à 4,8% en France. Donc c'est vrai que c'est un niveau qu'on n'avait pas connu depuis les années 80 à ce jour. Donc plus malheureusement l'inflation est forte, plus la perte de pouvoir d'achat pour l'investisseur sera forte, surtout si l'épargne est mal investie. Et au contraire, une épargne bien investie se protège de l'inflation et permet d'obtenir des performances pour valoriser le capital dans le temps. Donc c'est pourquoi, et on va le voir par la suite, bien sûr, un investisseur qui investit sur l'immobilier, et notamment dans l'immobilier géré, vivra mieux l'inflation. Alors plus précisément, si on fait le tour justement des différentes options d'investissement qui s'offrent à vous, donc les placements financiers en période d'inflation. Ici, on a fait une représentation pyramidale qui reprend celle de l'esprit de Maslow et qui permet d'hiérarchiser les placements du plus sécurisé en bas au plus risqué en haut et en mettant tout ça en relation aussi avec l'impact de l'inflation. Donc à la base, on va retrouver l'épargne la plus sécuritaire, ce qu'on appelle les livrets donc réglementés, livret A, LDD, solidarité, etc.
cetera. Ici, c'est surtout des supports bancaires donc réglementés par l'État, plafonnés et qui permettent d'avoir des liquidités disponibles. Mais on ne va pas vraiment parler de rentabilité. C'est surtout des supports qu'on va utiliser comme épargne de précaution. Ensuite, on va trouver les assurances vie en fonds euros et l'immobilier en résidence gérée. Alors ici, on a fait le choix de les mettre ensemble parce que ce sont deux placements qui vont permettre d'avoir une tranquillité de gestion et une maîtrise du risque également, mais avec par contre un résultat très différent sur les rentabilités qu'ils vont offrir. Donc d'un côté, on parle d'assurance vie en fonds euros, puisque c'est un placement pour sécuriser un capital, mais il n'y aura pas une bonne protection vis-à-vis de l'inflation. On l'a bien vu ces dernières années, le capital progresse beaucoup moins vite que le coût de la vie. Donc l'inflation, à terme, risque la perte de la valeur de son capital. Et l'immobilier géré, donc comme on l'a dit, c'est l'aspect géré avec un gestionnaire qui va permettre des revenus sécurisés et vous mettre à l'abri de toute fiscalité en France, donc avec une rentabilité régulière et qui vous permet de profiter de la protection qu'offre la pierre, tout en se valorisant dans le temps et en suivant le cours de l'inflation. Ensuite, on va retrouver donc, l'immobilier classique avec une gestion soit en direct, soit par une agence. Donc un peu dans l'esprit de l'immobilier géré, hein, on sécurise son capital sur de la pierre qui va suivre tout simplement l'inflation, mais on a un facteur risque plus élevé car on supporte en fait les frais de gestion, le risque locatif et la fiscalité. Ce qui signifie donc des revenus et une rentabilité qui peuvent être fortement impactés. On a mis également les SCPI, ce qu'on appelle aussi la pierre papier. C'est le fait, en fait, tout simplement d'acheter, des parts au sein d'un ensemble immobilier. Donc vous n'êtes pas, directement, propriétaire à 100 d'un bien immobilier. Il n'y a donc pas vraiment de garantie et c'est un placement qui comporte un risque en perte de capital. Il y a également des frais d'entrée et des frais de sortie qui sont à prendre en compte. En revanche, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un investissement avec un ticket d'entrée assez bas, souvent à partir de 1 000 €. Donc c'est idéal quand on n'a pas la possibilité d'acheter un bien, à 100. Ensuite, on va avoir les actions et la bourse, hein. Plus on monte, comme on l'a dit, on sort là de l'idée de sécurité avec une possibilité de rendement qui peut être plus important, mais qui ne sera pas sécurisé. Donc beaucoup plus sensible aussi à des situations de crise ou de choc économique telles qu'on les rencontre actuellement. Il faut prendre en compte aussi les frais qui peuvent être liés à ce type de placement. Donc là, on ne parle pas vraiment de placement qui permet d'échapper aux effets de l'inflation, puisqu'ils ont plutôt tendance à les subir. Et puis tout en haut de la pyramide, comme on disait, on a les placements à haut risque, crypto-monnaie, crowdfunding. Donc ça, c'est comme pour les actions et la bourse. Là, on sort vraiment de l'idée de sécurité. Ça demande d'avoir une très bonne connaissance des secteurs sur lesquels on investit et aussi de connaître sa propension au risque, donc d'avoir une grande propension à ce risque-là. On se souvient très souvent de ce qu'on gagne, mais on a tendance quand même à un petit peu oublier ce qu'on perd. Donc en période d'inflation, c'est pas ce qui va amener la plus grande protection du tout. Donc voilà un petit peu le tour des différents placements qui peuvent se présenter à vous et leur réaction par rapport à l'inflation. Je vois sur le chat, alors je vous remercie d'avoir de participer. Merci, N'hésitez ouais. pas à poser vos questions. Il y a des personnes un petit peu partout, donc ça fait plaisir. On répondra de toute façon à toutes les questions après la présentation. Hem, Ensuite, donc la deuxième partie, c'est l'immobilier, le placement anti-inflation. Donc parmi ces différents placements qu'on vient de voir, on va se pencher davantage sur, l'immobilier, puisqu'il va permettre en fait de contrer cette fameuse inflation. D'ailleurs, ça passe par la valorisation que va offrir la pierre sur le long terme. En effet, il faut savoir qu'effectivement, la pierre avec l'inflation va se valoriser. Comme, vous avez la hausse des prix des terrains et l'augmentation des coûts des matériaux, la valeur des immeubles en construction ou déjà bâtis va, elle, également augmenter. Donc c'est vraiment, en fait, la valeur des biens immobiliers constitue une vraie classe d'actifs convoités pour se protéger de l'inflation. Et en plus, les investisseurs en immobilier ont la possibilité d'augmenter les loyers grâce à l'indexation de l'IRL. Donc, l'IRL, hein, c'est étant l'indice de référence des loyers, il est calculé par l'INSEE et souvent il est en corrélation avec l'inflation. Donc par conséquent, les loyers augmentant, votre rentabilité dans le temps augmentera et sera meilleure. Alors un autre élément qui permet justement de considérer, l'immobilier comme un placement anti-inflation, c'est, le crédit. Le crédit immobilier et l'inflation, donc c'est qu'aujourd'hui, on se pose la question, de savoir si c'est une bonne chose de s'endetter pour investir dans l'immobilier ou pas et
Effectivement, l'inflation, c'est plutôt une bonne période, c'est une période intéressante pour les personnes endettées, hein, puisque quand on fait un crédit, le capital à rembourser, lui, va rester fixe, avec des taux de crédit en France qui sont également fixes. Donc de fait, une inflation généralisée, est plutôt bénéfique pour les personnes endettées, puisque si tout augmente, bah, finalement l'impact des mensualités qui ne bougent pas, elle, va plutôt diminuer. D'autant plus quand on continue à avoir des taux bas, c'est le moment d'en profiter, puisque malgré la remontée des taux, hein, on le voit aujourd'hui et au courant de l'été passé, on continue quand même à être autour des 2-2,5% aujourd'hui. Donc quand on a des taux d'emprunt qui sont autour des 2,5% et une inflation qui avoisine les 6%, on a alors un taux réel de l'emprunt qui lui est négatif de 3,5%. Donc ça, c'est vraiment historique. On n'a jamais connu une aussi grande différence entre la hausse des prix et des services généraux et le coût d'un crédit. Donc emprunter en France pour un investissement immobilier, ça reste un très bon moyen d'augmenter son patrimoine et son capital et donc de s'enrichir avec des taux qui sont toujours très intéressants, y compris dans le contexte d'inflation actuelle. En ce qui concerne les conditions d'accès au crédit, alors ça c'est une question qui est cruciale, hein, pour l'investissement locatif, en particulier quand on est non résident. Je sais qu'on a en général pas mal d'interrogations à ce sujet. Il n'y a pas vraiment de règles claires et précises. C'est vraiment en fonction de chaque situation, hein, puisque chaque situation a ses spécificités. Donc c'est important de faire une étude personnalisée de votre situation et d'établir ensemble la faisabilité de votre projet. Et effectivement, on sera là pour répondre, plus tard si besoin. 3e partie, la solution donc, de l'immobilier géré. Donc maintenant, que nous avons fait le point sur le contexte actuel, sur l'immobilier en période d'inflation, nous allons, bah, vous présenter la solution d'investissement immobilier qui va s'adapter parfaitement aux besoins des Français, surtout, expatriés. Il s'agit donc, comme souligné, dans le titre, donc la solution de l'immobilier géré et notamment par Résidetudes. Donc tout d'abord, pour nous présenter qui nous sommes, Résidetudes, nous, on a une double casquette. Nous sommes en fait promoteurs et gestionnaires exploitants. Notre cœur de métier, bah, bien sûr, c'est la gestion et l'exploitation et le métier de promotion est donc au service de la gestion, ce qui nous permet, bah, une meilleure maîtrise à chaque étape. Nos exigences en matière de promotion, en fait, se font sur 2 axes principaux: l'emplacement et le marché démographique. Donc on va vous le détailler juste après. L'avantage de ce double métier, c'est qu'en tant que propriétaire investisseur, vous n'avez qu'un seul interlocuteur à chaque étape de votre investissement et en fait, c'est en cela qu'on dit que notre produit est un placement financier totalement autogéré, mais contrairement à un placement financier, lui, il est adossé à de l'immobilier. Donc ça va vraiment sécuriser votre investissement et en fait, depuis, bah, 1989, hein, date de création de la société, Résidetudes accompagne l'ensemble de ses investisseurs dans des projets patrimoniaux et nous comptons aujourd'hui, bah, plus de 34 000 logements sur environ 220 résidences un peu partout en France. Ce qui fait de nous, en fait, le premier gestionnaire privé en termes, pardon, de résidence urbaine de service. C'est donc voilà, vraiment une solution et un concept clé en main. Donc je vous le disais, on revient sur les marchés démographiques et en placement premium. Donc c'est vrai que quand on parle d'investissement immobilier, la première chose que vous allez toujours entendre, c'est, bah, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et pour trouver justement ce bon emplacement, on va s'intéresser à la demande locative, puisque le principal élément dans l'investissement locatif, ça va être de trouver des locataires. Donc la demande locative, bah, c'est quoi? C'est tout simplement la confrontation entre l'offre et la demande, tout en prenant en compte les besoins actuels et à venir de notre société. Et du coup, pour notre part, notre expertise depuis plus de 30 ans nous a permis de nous concentrer sur 2 marchés dynamiques et porteurs, qui sont bien sûr en constante évolution, qui sont les résidences étudiantes et les résidences seniors. Alors tout d'abord, les résidences étudiantes. Pourquoi les résidences étudiantes? Bah, on le voit, hein, les étudiants, ils rencontrent de nombreuses difficultés pour trouver, un logement. Vous avez peut-être, vous-même été confronté justement à cette situation pendant vos études ou celle de vos enfants. Aujourd'hui, on compte plus de 2,8 millions d'étudiants en France et on voit bien que l'offre actuelle, elle ne répond pas, à ces besoins, hein. On sait aujourd'hui que plus d'un étudiant sur 5 à la rentrée n'avait pas de logement stable, et on ne compte, si pour donner quelques chiffres, que 146 logements pour 960 000 étudiants
en recherche d'un logement. Donc nos résidences étudiantes, elles vont permettre d'offrir des conditions aussi de réussite, hein, avec des emplacements premium en centre-ville, comme l'a souligné Mathieu, proche des commodités, des transports en commun. Au sein de la résidence, on trouve aussi un certain nombre de services en adéquation justement avec les besoins des étudiants, comme un service d'accueil, de ménage, de linge de maison, de petit déjeuner ou encore salle de sport, etc. Il y a aussi des espaces communs où ils peuvent échanger, étudier. On sait que c'est important pour les étudiants de pouvoir aussi se retrouver. Et ces appartements, ils sont meublés et équipés. À ce jour, on a un parc locatif d'à peu près 120 résidences étudiantes partout en France et nous sommes donc leaders sur ce marché depuis plus de 30 ans sous la marque Les Estudines. Donc le deuxième marché, démographique, et donc les résidences pour seniors. Donc on parle ici de logements d'habitation qui s'adressent à des seniors qui sont totalement, autonomes, valides et souvent de plus de 60 ans. Hein, il ne faut pas confondre avec les EHPAD ou les maisons de retraite qui sont, eux, des résidences médicalisées pour des personnes totalement dépendantes. Pourquoi on a choisi les résidences seniors? Bah, c'est assez simple, la population vieillit, les seniors sont de plus en plus nombreux et surtout en meilleure santé. Pour vous donner un chiffre, d'ici 2030, il y aura 4 millions de seniors autonomes de plus de 75 ans et donc c'est pourquoi ces résidences seniors sont vraiment une urgence démographique parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'offres. Donc concernant la typologie des seniors, ce sont souvent des personnes qui ne souhaitent plus avoir de contraintes liées à leur habitation, classique ou encore pour éviter, l'isolement social. Cela leur permet d'être à la fois chez elles, de profiter bien sûr des espaces de vie communs et surtout, d'être entourées avec des services d'aide à la personne et des équipes qui sont qualifiées et attentives. Les appartements sont souvent, sont meublés pardon, du studio aux 3 pièces et c'est des résidences totalement sécurisées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En tant que résidence non médicalisée, les animaux de compagnie sont les bienvenus, donc ça apporte vraiment de la vie dans la résidence et les seniors peuvent également percevoir des aides auxquelles ils ont droit. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, on comptabilise plus de 70 résidences, seniors en France et nous lançons une dizaine de résidences supplémentaires par an et nous sommes, connus sous la marque Les Girandières et Palazzo. Heu, Merci Mathieu. Alors, elle me permet de voilà, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Alors n'hésitez pas, hein, de continuer à poser vos questions. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs les résidences dont on parle aujourd'hui. Voilà, on pourra y répondre, à la fin de cette présentation. Je reviens donc, sur le sujet. On parlait des emplacements premium. Comme l'a expliqué Mathieu, hein, c'est important de bien connaître le marché locatif pour choisir justement ces emplacements et en tant que commercialisateur et promoteur, on va donc sélectionner ces emplacements pour répondre à des critères donc, qui sont bien précis, en passant par des études de marché approfondies et rigoureuses, et donc permettre de s'assurer que chacune de nos résidences va se situer là où la demande est supérieure à l'offre. Les projets d'investissement qu'on propose, ils vont se situer partout en France où il y a cette forte demande. Pour vous donner une petite idée à quoi ressemble une étude de marché, ici, donc, c'est une résidence senior qui se situe à Chelles, hein, dans le 77. Donc, on est entre Paris, Marne-la-Vallée et Roissy. C'est une ville donc dynamique, bien située, proche des transports. Il y a le RER, le Transilien, la future ligne aussi 16 de métro qui fera partie du Grand Paris. Donc, c'est aussi une ville verte avec un cadre de vie verdoyant. Donc, qu'est-ce qu'on analyse ici? On va analyser déjà la tendance démographique par rapport à la région, hein, le nombre de seniors qu'il y a, l'analyse aussi du marché locatif avec les niveaux de revenus. Ensuite, on analyse l'univers concurrentiel, le positionnement. Et puis, il y a aussi d'autres éléments qui vont être étudiés, qui sont parfois un peu moins chiffrés, mais comme la perception d'un quartier par les habitants ou même l'historique d'une ville. Donc, c'est tous ces éléments qui vont permettre de nous assurer que les résidences qu'on va proposer, elles bénéficient bien d'une demande qui va être donc supérieure à l'offre pour justement répondre à un besoin démographique. Et c'est aussi ce qui va pérenniser l'investissement, votre investissement sur le long terme. Donc ensuite, on va parler de la gestion experte et de l'accompagnement, clé en main. Effectivement, on vous a dit qu'on était promoteur et gestionnaire exploitant, donc c'est vrai que la gestion, c'est vraiment un point crucial de l'investissement locatif, car un bon investissement immobilier passe par une bonne gestion, locative et c'est également ce qui va nous permettre de faire une bonne opération qui soit rentable sur le long terme, car la réussite de son investissement, ne se fait pas uniquement au moment de l'achat, mais surtout sur toute la durée de vie, je dirais, de votre investissement. Donc avec l'immobilier en résidence, gérée, vous allez vous assurer une gestion experte par un professionnel comme Résidetudes
études pendant, voilà, avec plus de 30 ans d'expérience et profiter d'une solution clé en main. Donc ce fonctionnement clé en main va s'effectuer grâce à un bail, ce qu'on appelle un bail commercial qui est signé au même moment que l'acquisition et qui va tout définir dès le départ. Donc ce bail, c'est tout simplement, ce qu'on appelle la clé de voûte de l'investissement de l'immobilier géré. C'est ce qui fait qu'en fait le gestionnaire, donc Résidétudes, est votre locataire, car il vous permet d'avoir une vision précise et claire de votre investissement. Concernant notre bail, il vous permet en fait de percevoir des revenus totalement sécurisés 365 jours par an, indexés chaque année au taux de l'IRL, donc on l'a vu tout à l'heure, sans aucun souci de gestion, car c'est le gestionnaire qui se charge de trouver les locataires, donc Résidétudes. Et en plus, ces loyers sont totalement nets de charges. Pas de charges de copropriété, pas d'entretien courant, pas de travaux à prévoir, pas d'assurance à prendre, ni de frais de syndic. Ce qui reste aux propriétaires, c'est principalement la taxe foncière et le fameux article 606 de la loi ALUR. Donc, quand on parle de solutions clés en main, c'est aussi un accompagnement sur tout ce qu'on a sur toutes les déclarations fiscales, donc avec notre partenaire comptable, mais également le jour où vous souhaiterez arbitrer de votre patrimoine. En fait, pour information, nous avons aussi un service de revente pour vous accompagner dans ces démarches-là. Donc c'est vraiment là où on va se distinguer en fait entre un mandat de gestion classique passant par une agence et un gestionnaire en fait, hein. L'agence, c'est juste un intermédiaire entre vous et le futur locataire à trouver, mais c'est de votre responsabilité. Tandis qu'avec un gestionnaire, c'est tout simplement lui qui est votre locataire et ça change tout car vous savez dès le départ qui vous loue le bien. C'est donc cette gestion experte par Résidétudes et cette solution clé en main qui amène de plus en plus d'investisseurs expatriés à se tourner vers nos investissements et surtout à nous faire confiance. Alors, le point suivant, il concerne la fiscalité. Alors, c'est un point qui préoccupe beaucoup nos investisseurs également. C'est un sujet qui est très important, particulièrement quand on souhaite investir en France. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu quelques questions à ce sujet. Alors, de façon générale, si vous réalisez un investissement immobilier locatif classique, il faut savoir que les loyers que vous allez percevoir, ils vont être imposés au taux d'imposition qui va être déterminé entre 20 à 30 %. Ça, c'est en fonction des revenus que vous percevez. Et ensuite, on va ajouter les prélèvements sociaux, type CSG, CRDS. Ils peuvent aller jusqu'à 17,2 en fonction si vous êtes UE ou non UE. Il peut y avoir une différence, mais ça peut monter jusqu'à 17,2. Et ça, c'est le taux d'imposition sur les revenus locatifs que vous allez percevoir. En revanche, avec l'investissement donc en résidence gérée, ça offre la possibilité de ne pas avoir cette imposition sur les loyers perçus, puisqu'on va être sous le statut du LMNP, c'est loueur en meublé non professionnel. C'est un statut fiscal qui va permettre de générer des revenus complémentaires défiscalisés pendant plus de 20 ans. Donc ça, c'est vraiment la solution qui permet d'échapper à cette fiscalité française puisqu'on va amortir comptablement l'investissement. Sur la fiscalité, c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez qu'on fasse une analyse justement de votre situation un peu plus en détail. Et maintenant, on va pouvoir illustrer cette présentation à travers 3 parcours clients qu'on a pu accompagner donc dans leur projet. On a évidemment changé les noms et les photos. Donc le premier parcours, c'est celui de Maxime. Donc Maxime, il a 26 ans, hein, il est célibataire, il n'a pas d'enfant. Aujourd'hui, il est locataire. Il n'a pas de projet d'acquisition de résidence principale. Il est aux Pays-Bas. Il y vit aujourd'hui depuis 3 ans puisqu'il a fait sa dernière année d'Erasmus et il a enchaîné avec un contrat sur place. Il a été économe puisqu'il a épargné, donc aujourd'hui il a 45 000 € d'épargne sur son compte et ce qu'il nous a dit c'est qu'il souhaite justement rester libre si d'autres opportunités à l'étranger peuvent se présenter à lui et donc ne pas non plus se prendre la tête sur la gestion d'un bien qui serait en location en France. Donc ses objectifs, hein, c'est tout simplement de se constituer un patrimoine, commencer à être propriétaire d'un bien, valoriser son épargne hein, il souhaite protéger une partie de cette épargne justement qui aujourd'hui n'est pas vraiment valorisée, en utilisant aussi les taux de crédit qui continuent à rester bas, comme on le disait tout à l'heure, et préparer aussi sa future retraite. Il n'a pas spécialement l'intention de passer la majorité de sa carrière en France, donc plutôt à l'étranger, et donc c'est important aussi de penser à sa future retraite. Donc effectivement, sa situation financière, bah, voilà, les revenus étaient de 4 200 € par mois, donc un taux d'endettement plutôt faible puisqu'il a un loyer de 1 000 €. Son cahier des charges, c'était de mettre en apport 35 000 € maximum, la durée de crédit, bon, la plus longue possible et l'épargne mensuelle, donc 500 € par mois. Donc notre solution a été, donc de
Pardon. Si tu peux changer, voilà, super. Notre solution, ça a été d'apporter à Maxime, voilà, un appartement donc de 150 000 € TTC. Pour information, en fait, la TVA, est remboursée sur ce type d'investissement et elle est avancée par Résidétudes, donc vous ne payerez que le montant hors taxe. Donc, Maxime a payé donc 125 000 € son appartement. À cela, on ajoute le mobilier TTC donc de 3 000 € et les frais d'acquisition. Autre information importante, c'est que dans le neuf, vous avez des frais de notaire qui sont réduits, comptez environ 2,5 voire 3 de frais de notaire, contrairement à 8-9 dans l'ancien. Donc tout ça fait un montant à financer de 132 000 €. Étant donné que Maxime, est plutôt jeune, donc on lui a conseillé de mettre moins d'apport, pour anticiper l'achat d'un deuxième bien. Donc on lui a demandé de mettre un apport de 25 000 €. Un prêt donc de 107 000 €. La durée donc de 20 ans, c'est souvent la durée de crédit minimum qu'on peut préconiser, avec donc un taux qui se fait à 2,3 en ce moment et une assurance à 0,30. Donc le remboursement de la mensualité, fait 583 €. À cela, on va ajouter, la taxe foncière et la comptabilité, donc de 45 €. En face, on va avoir le montant des loyers. Donc pour cet appartement, hein, le montant des loyers seront de 344 €. Donc au final, l'épargne que Maxime devra mettre, ce sera donc de 284 €. On lui a, vendu donc un appartement qui se situe donc une Estudine, donc dans une résidence étudiante, donc à Bobigny, c'est un studio. Donc c'est un programme qui est au pied du métro et en fait, c'est vrai que c'est un très, très bon emplacement parce que c'est un quartier en fait entier qui va sortir de terre. Donc c'est assez rarissime et il y a déjà toutes les infrastructures de transport qui sont déjà présentes. Donc on n'aura aucun souci à louer cette résidence. Donc avec ce projet, hein, ça permet à Maxime de mettre le pied à l'étrier avec ce premier investissement locatif, puisqu'il devient propriétaire d'un appartement dans une résidence étudiante. Il va valoriser son apport, hein, de 25 000 € tout en levant de la dette et en utilisant l'effet de levier du crédit. Comme disait Mathieu, hein, il a aussi le projet de réaliser d'autres opérations, donc on garde aussi une partie de son épargne. Et ce qui est important de souligner, c'est que grâce à l'avantage fiscal dont nous avons parlé, Maxime perçoit ses loyers nets d'impôts pendant 30 ans. On passe au deuxième profil, donc Mathilde et Eric. Donc madame, a 54 ans, monsieur 61. Donc en fait, ils ont fait toute leur carrière à l'étranger, ils ont jamais travaillé en France, donc ils ont très peu cotisé pour la retraite. Mais aujourd'hui, voilà, ils ont, pris une retraite anticipée puisqu'ils ont revendu en fait leur société très récemment, surtout, avec le covid en fait qui a accéléré les choses. Ils avaient déjà anticipé leur retraite, mais donc ils reçoivent déjà un revenu en fait fixe en France, mais en fait ils veulent garder une certaine qualité de vie, notamment pour continuer à voyager. Et pour information, ils ont déjà une résidence secondaire en France, dont ils sont propriétaires. Donc les objectifs, ça est de placer une partie de la vente de la société pour générer des revenus complémentaires. Donc il y a un objectif d'arbitrage et de placement d'épargne et en plus un deuxième objectif qui est d'avoir des revenus complémentaires. Au niveau du cahier des charges, donc là, on est sur un placement, d'épargne, sans solliciter de prêt, avec un budget de 600 000 €. Donc l'investissement qu'on leur a proposé, c'est sur 2 appartements. Donc le prix immobilier hors taxe, qu'ils vont financer est de 562 000 €, le mobilier de 16 500 € et les frais d'acquisition de 14 600 € pour ces 2 biens. Donc on a un total à financer de 593 000 €. Au niveau des propositions qu'on leur a faites, donc il y a un premier appartement sur, la résidence senior, de Chelles, dont nous avons parlé, tout à l'heure, donc dans une ville dynamique en région parisienne avec la ligne de métro 16 qui fait partie du Grand Paris, projet pour 2030, mais aussi, très bien desservi. Donc là, on a un premier appartement et un deuxième appartement, donc qui se situe à Montauban, donc en Tarn-et-Garonne. Donc ça, c'est dans une région avec une population qui est en forte augmentation, dans un environnement, préservé aussi et un cadre de vie, idéal, qui correspond bien aux demandes des seniors. On est également, très bien situé en cœur de ville puisqu'on est à 12 minutes du marché, à 10 minutes, du centre hospitalier de Montauban et il y a également un projet de TGV dans la région entre Bordeaux et Toulouse, donc il va avoir un impact très positif.
Donc si on résume, on a répondu donc à leurs besoins de diversification, en sécurisant leur patrimoine, sur de la pierre et en plus ils perçoivent des revenus, vous voyez de quasiment 22 000 € donc par an donc 1 826 € par mois et c'est surtout des revenus sans aucun souci, de gestion, net de charges et net de fiscalité pendant plus de 23 ans. Et notre dernier profil, alors n'hésitez pas, hein, à nous indiquer aussi si ces différents profils, vous parlent, si vous vous sentez, si vous identifiez à ces besoins-là ou s'il y a également d'autres besoins, Mmh. qui peuvent émerger de ces différents exemples. Le troisième profil, c'est celui de Christelle. Christelle, elle a 47 ans, elle est séparée, 2 enfants, qui sont étudiants. Elle a travaillé 5 ans en France et depuis elle est partie vivre au Canada, donc elle a passé la majorité de sa carrière à l'étranger. Aujourd'hui, elle s'est constituée une épargne en France de 200 000 € qui était jusqu'à présent sur de l'assurance vie. Elle est propriétaire de sa résidence principale et elle a environ 15 ans de la retraite. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle veut optimiser cette épargne et surtout la protéger, hein, protéger ce capital qu'elle a, puisque ça lui rapporte pas grand-chose actuellement, et préparer des revenus pour le moment où elle passera donc à la retraite d'ici une quinzaine d'années. Donc, ses objectifs, c'est tout simplement valoriser et sécuriser son épargne en profitant quand même encore du crédit et préparer sa future retraite. Donc Christelle, au niveau de sa situation financière, elle a des revenus, assez confortables de 7 800 € par mois. Elle est déjà propriétaire de sa résidence principale. Son cahier des charges, c'était de mettre, l'apport en apport le montant de son assurance vie, sur une durée de crédit de 13 ans puisqu'elle sera à la retraite d'ici 15 ans et donc à faire, une épargne mensuelle, donc un autofinancement que ça lui coûte rien de sa poche. Donc notre solution, ça a été de lui proposer un appartement de 300 000 € hors taxes. Donc avec le mobilier, les frais d'acquisition, on arrive à 316 100. Donc l'apport, l'assurance vie de 200 000 €, un prêt, qui a été demandé pour 116 100 €. Les taux d'intérêt pour 13 ans sont aux alentours de 2 avec une assurance à 0,40, donc ça fait une mensualité de 884 €. À cela, on va ajouter la taxe foncière et la comptabilité, donc 205 €. En face, on va avoir les loyers et donc vous vous apercevez qu'effectivement, on est même sur un solde positif de 23 €. Donc Christelle perçoit aujourd'hui un petit complément de revenu pendant ces 13 ans. Et donc, on lui a proposé donc une girandière, donc une résidence senior à Aubergenville dans le 78, donc c'est à l'ouest de Paris. Donc c'est une ville assez dynamique, hein, en plein développement, surtout parce qu'en fait vous avez la future ligne du RER E qui arrive en 2024 et vous avez aussi tout un nouveau écoquartier qui sera notamment composé d'une halle commerçante, donc plutôt bien apprécié pour nos futurs seniors. Donc c'est vraiment un très beau projet en région parisienne. Et donc sur ce projet-là, hein, c'est ce qui permet à Christelle de se constituer un patrimoine avec l'acquisition de ce bel appartement en résidence senior. Elle va donc valoriser, son épargne, puisqu'elle devient propriétaire d'un bien à hauteur de 300 000 € aujourd'hui, et sans que ça lui coûte quoi que ce soit pendant toute la durée de son crédit. Et ce qui lui permet donc au moment du passage à la retraite de percevoir un revenu complémentaire et même chose, donc si on souligne, l'avantage fiscal, je crois qu'on a pas mal de questions à ce sujet également, ce loyer qu'elle va percevoir, il va être net d'impôts pendant 25 ans. Voilà. Les avantages propriétaires, en tant que propriétaire, donc vous bénéficiez aussi de certains avantages, notamment avec une priorité locative, puisque sur toutes nos résidences, que ce soit pour vos passages en France dans des résidences d'affaires ou pour loger vos enfants aussi qui souhaitent faire leurs études ou encore des parents qui souhaiteraient intégrer une résidence, senior. Voilà. Alors maintenant, on va passer, à vos questions. Vous avez été très dynamique et vous l'êtes, donc on vous remercie beaucoup pour Je vous ça. remercie, oui, merci. Vous pouvez également revoir cette, présentation en replay. Je crois qu'il y a eu quelques questions sur, certains slides, donc on va aller voir dans les questions. En tout cas, vous pouvez, revisionner cette vidéo et elle vous sera envoyée dès demain par mail à tous les participants et sera aussi disponible sur notre site qui s'affiche, ainsi que, nos contacts pour nous joindre directement si vous avez des questions plus précises. Et donc, on va commencer avec une question de Joël, qui possède déjà des appartements LMNP, déjà un comptable, qui s'occupe de l'alias fiscal. Est-ce qu'il doit passer par notre cabinet comptable? Puisqu'on a parlé de l'accompagnement donc, sur le comptable et le notaire. Donc vas-y Mathieu.
Oui, alors effectivement, vous n'êtes pas obligé de passer par nous pour la gestion comptable. On demande juste pour le portage de TVA parce qu'on vous a expliqué qu'effectivement les appartements, vous ne les payerez hors taxe. Donc pour le portage de TVA, c'est Résidétudes, qui mandate notre cabinet, comptable partenaire et donc on vous demande de prendre cette option-là qui est de 495 €, pour le portage de TVA. Voilà. Donc vous êtes pas obligé, voilà, si vous avez déjà un comptable, vous pouvez garder votre comptable pour la gestion de vos liasses fiscales et pour le notaire, bah, voilà, on a un notaire de programme, qui est disponible, mais même chose, si vous souhaitez passer par votre notaire, vous pouvez, également, passer par votre notaire. Après, votre notaire peut vous demander des frais de procuration, supplémentaires par rapport à notre notaire de programme. Donc ça rejoint la question que je vois de Vanessa, hein, qui demande si la prestation comptable est prise en charge par les d'études ou si c'est un complément. C'est justement ce qu'on a intégré, dans les frais, donc la taxe foncière et la comptabilité. Donc c'est quelque chose qu'on intègre aux études, que l'on fait ensuite et qui vient s'ajouter puisque c'est modulable aussi en fonction de ce que vous souhaitez, faire avec le cabinet comptable. Hem, On a une question de Karine. oui. Qui demande justement comment vous faites pour nous verser les loyers en cas de logement vide. Bah, en fait, comme je vous enfin, c'était ma partie justement où j'ai parlé, on parlait d'un bail commercial et donc en fait, tout est écrit dans ce bail où, que votre logement soit occupé ou non, on vous verse un loyer 365 jours par an. Donc c'est un loyer qui est défini, directement, lors de la signature du contrat et donc, bah, qui est locataire ou non, pour vous, ça ne change rien, c'est le problème de Résidétudes. Ça rejoint d'ailleurs la question de Cléophane qui demande qui Oui, paye les loyers. Bah, c'est Résidétudes qui est votre locataire, comme on l'a dit. exactement Donc et c'est Résidétudes Résidétudes après, va chercher qui le vous verse le locataire loyer. final. Voilà. On a une question de Cordélia, donc à quel moment doit-on payer les travaux d'entretien de l'appartement? Alors comme on l'a vu justement précédemment, hein, sur la gestion experte et l'accompagnement, Résidétudes prend à sa charge tout ce qui va être charge d'entretien courant et de réparation courante du bien. Donc ce n'est pas à vous de payer les travaux d'entretien de l'appartement. Il y a une participation à la 9e année qui peut être demandée pour le renouvellement, une participation au renouvellement du mobilier, mais pas pour l'entretien des travaux de l'appartement. La seule chose que vous aurez à payer en tant que propriétaire, c'est la taxe foncière et le fameux article 606 de la loi Allure, qui concerne tout ce qui est fondation, squelette et toiture de l'immeuble, en fait. Et c'est une cotisation, qu'on vous demande à partir de la 6e année, parce que pendant les 5 premières années, vous n'avez pas à la payer. Et donc c'est une cotisation pour alimenter le fonds de prévoyance au cas où qu'il y ait des grosses réparations. Donc sachez que vous êtes tranquille puisqu'on est sur des appartements dans neuf, donc vous êtes tranquille pendant 25 ans, 30 ans, mais c'est en fait une loi, enfin cette loi a un peu évolué sur l'article 606 depuis mars 2014 et il faut savoir qu'avant cette loi, on n'a jamais fait payer un seul ravalement, une seule toiture à nos propriétaires. Mais maintenant que la loi existe et qu'elle nous oblige à demander aux propriétaires cette cotisation, ben voilà, on l'applique. On a une question intéressante de Laurent aussi, qui a un crédit, il lui reste 150 000 € à rembourser. Il a la possibilité, donc il les a sur son compte pour faire un remboursement anticipé, mais ayant un taux faible de 1,2 mais de l'inflation, pensez-vous que cela fasse sens de rembourser avant terme? Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Bah non, moi je préconise Oui. justement de garder, votre crédit, de le rembourser puisque aujourd'hui un taux à 1,2 d'intérêt, bah, ça n'existe malheureusement plus, hein. On est plutôt aux alentours de 2-2,5 donc ça reste un taux très bas et comme vous expliquez, c'est un peu la même logique, que ce que vous expliquait Marion tout à l'heure, bah, plus vous avez un taux de crédit, bas, plus l'inflation augmente donc au final, la différence entre les 2 est de plus en plus importante et en fait, bah, les personnes qui sont endettées, vont mieux passer, je dirais, l'inflation, par rapport à ça. Voilà. En revanche, par contre, c'est effectivement une réflexion intéressante pour savoir où placer ces 150 000 €, justement Complètement. pour, donc là, ça rejoint ce qu'on parlait sur les différents placements. Donc, ça peut être aussi une réflexion, là-dessus. Une question de Martine: où doit-on emprunter lorsqu'on vit à l'étranger et que l'on investit en France, auprès des banques en France ou dans le pays où nous vivons? Alors
Pour financer un bien qui se situe en France, c'est une banque française qui en général va vous Mmh. financer. C'est quasiment, impossible de trouver une banque à l'étranger qui vous finance un bien qui ne se situe pas, dans le pays de la banque. Donc ce sera via un financement via une banque française. Après ça, c'est si vous avez la possibilité de vous faire financer par d'autres banques, ça peut être possible, mais en général, c'est plutôt les banques françaises. Est-il plus difficile de négocier son taux en France depuis l'étranger? Alors c'est vrai qu'il y a des conditions assez, un peu plus, je dirais difficiles pour les expatriés que pour un résident, français. Marion, si tu peux détailler un petit peu les conditions? Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est une tendance qui était déjà en marche, hein, depuis 2019, sur, bah, le un petit peu le durcissement des accès au crédit et ça que c'est pas que pour les expatriés du tout, hein, c'est vraiment à la fois pour les résidents français et pour les expatriés. Donc ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'il y a quand même 3 conditions, préalables. La première, c'est ce qui concerne le taux d'endettement, hein, qui ne doit pas dépasser, les 33. Ça, c'est important, donc c'est-à-dire que l'ensemble de vos charges ne doit pas dépasser un tiers de vos revenus. Ensuite, la deuxième condition, c'est celle de l'apport. Je sais qu'on a eu quelques questions d'ailleurs à ce sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être là où se situe une petite différence entre les résidents français et les expatriés. C'est vrai qu'en tant qu'expatrié, on sera sur un montant d'apport qui sera aux alentours des 30. Aujourd'hui, les résidents français, il y a aussi un apport qui sera demandé, mais qui sera un petit peu inférieur. Mais c'est vrai que pour les expatriés, il faut anticiper un apport de 30 qui sera mis directement dans l'opération ou un peu réparti avec une partie en nantissement et une partie sur le projet en lui-même. Mais en général, c'est important de toute façon d'avoir de l'épargne pour pouvoir financer son projet. Et puis la troisième chose, on l'a évoqué aussi, c'est sur la durée du crédit, puisqu'on n'ira plus aujourd'hui au-delà des 20 ans. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les conditions générales, comme on le disait tout à l'heure. Après, il y a toujours le particulier, donc c'est important de faire une étude vraiment personnalisée pour voir justement la possibilité de réalisation de votre projet. Et voilà, savoir aussi est-ce que vous avez une banque en France ou pas, ça c'est des choses qui vont jouer. Je sais qu'il y a beaucoup d'expatriés qui parfois par facilité prennent des banques en ligne. Il faut savoir que les banques en ligne, elles ne vous financeront pas de projets d'investissement immobilier en France. Donc ça passera par une autre banque et là, il faudra effectivement négocier. Voilà. Une autre question de Frédéric, est-ce que dans les résidences seniors, les personnes peuvent recevoir leur famille? Oui, complètement, puisqu'en fait, comme on vous a expliqué, les seniors sont totalement autonomes et sont chez elles, en fait, comme une c'est leur résidence principale, donc comme une résidence où ils vivent actuellement, leur résidence principale, ils peuvent recevoir les amis, la famille et d'ailleurs nous, dans les services qu'on propose, il y a des salons de famille, donc s'ils souhaitent fêter un anniversaire ou ce genre de choses, c'est complètement, faisable de recevoir, l'ensemble de la famille et d'ailleurs, comme il y a des restaurants dans nos résidences de services seniors, on peut proposer voilà un repas pour, fêter, l'occasion, de l'anniversaire ou autre. Donc oui, c'est tout à fait envisageable. Que se Du passe-t-il coup, si le logement voilà. reste vacant? Ça, on a déjà répondu. Préparer sa Je vais retraite je vais quand même, oui, le redire si oui, certaines personnes nous ont rejoints à ce moment-là. d'accord. Il faut savoir Alice, que c'est Résidétudes qui est votre locataire. Donc c'est Résidétudes, hein, qui va supporter, ce risque locatif effectivement lié, aux vacances ou aux carences locatives. Donc pour le propriétaire, ça n'a pas d'incidence puisque le bien est loué par Résidétudes, tout simplement. Mais de toute manière, avec les emplacements, premium et le fait qu'on soit sur des marchés qui sont, porteurs où, la demande est plus forte que l'offre, voilà, on n'a aucun souci à louer, nos résidences. C'est une stratégie, gagnant-gagnante. Voilà. Question de JC qui demande, alors sûrement par rapport à la au che Maxime, hein, à le Maxime, au profil de profil de Maxime. Maxime, merci Mathieu. Préparer sa retraite à 26 ans. Oui, c'est sûr que ça peut être, on peut se dire que c'est jeune, mais en soi, c'est un sujet qui est quand même très important, surtout quand on est expatrié et on peut s'y pencher à tout âge. Préparer sa retraite, c'est soit pour conserver le bien, avoir un revenu ou tout simplement récupérer aussi le capital. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est, déjà expatrié, c'est quelque chose, auquel
auxquels il faut penser et qu'on doit anticiper jeune. Et puis dans le contexte actuel, on voit bien au niveau de la retraite que c'est de toute façon un sujet dont il faut se préoccuper le plus tôt possible. Donc effectivement, on a vu aussi, hein, Maxime, c'est quelqu'un qui était prévoyant, il avait mis quand même de l'épargne de côté pour être quand même quelqu'un d'assez jeune. Et effectivement, la retraite, ça faisait partie de ces interrogations, de ces objectifs. Frédéric, donc côté revente, quelles garanties sont proposées par EasyDétudes? Au final, voilà, on n'a pas de boule de cristal, hein, donc on peut pas vous garantir un prix de revente dans 10 ou 15 ans, hein, c'est pas possible, hein. Même dans tout immobilier confondu, personne vous dira: «On vous revend, ce bien à tel prix». En revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en 33 ans, d'ancienneté, on n'a jamais revendu à un prix en dessous un appartement en dessous de son prix d'acquisition. Et au contraire, on a plutôt des plus-values. Donc voilà, on aura une évolution constante. Et en fait, comme ça reste un placement financier sur une base immobilière et que, vous savez, les loyers sont indexés par rapport à l'IRL, donc votre rentabilité va évoluer dans le temps. Et en fait, comme c'est un placement financier, au final, plus votre appartement génère des loyers, plus en fait votre appartement prendra de la valeur dans le temps. Question de POA sur le montant minimum d'apport personnel. Donc ça, on l'a vu, hein, dans les conditions d'accès au crédit. On vient de l'évoquer avec une question. Disons que, comme on disait, ça dépend de votre situation et ça demande de faire une étude personnalisée. On parle plus d'un apport à peu près de 30%, mais bien entendu, c'est intéressant de faire une étude plus précise pour voir avec vous vraiment la faisabilité du projet et les conditions sur lesquelles on peut partir vis-à-vis des banques. Et Ralph, par rapport au slide donc du couple, comme on disait également, hein, vous pourrez retrouver cette présentation, on vous l'enverra par mail dès demain. Dès demain. Donc là, vous verrez tous les chiffres dans la présentation. Puis-je acheter un logement au nom de mes enfants en utilisant de l'argent dont j'hérite? Le mieux, si vous faites ça, c'est de créer une société. Nos produits sont bien adaptés avec ce qu'on appelle la SARL de famille. Ça, Isabelle, puisque c'est Isabelle qui a posé la question, pardon, je vous propose, avec Marion, de vous expliquer tout ça en détail, parce que si on commence à rentrer dans le détail, ça va être compliqué. On pourrait en parler pendant des heures, mais voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous par rapport à cette question, on vous répondra un petit peu plus en détail. Mais effectivement, la création de SARL de famille va pouvoir vous permettre d'acheter un appartement en société et donc d'inclure vos enfants dans cette SARL de famille. Une question de Stabe. Résidétudes participe-t-elle à monter un dossier pour une négociation de prêt? Donc ça, c'est vrai qu'on l'a pas expliqué, hein, mais nous, on accompagne, donc il n'y a pas d'obligation, mais on peut vous accompagner, bien entendu, sur la recherche du financement. On a des partenaires avec qui on travaille, qui sont spécialisés sur justement le financement des non-résidents, hein, qui ont une très bonne connaissance des différentes pratiques des banques, sachant qu'en plus, elles évoluent assez rapidement aussi, y compris les conditions. Donc là, on peut tout à fait vous accompagner sur la recherche d'un financement afin de financer votre projet d'investissement locatif. Une question de Nicolas. Comment évolue la fiscalité si on démarre depuis l'étranger avec un projet en LMNP, comme vous le présentiez, mais qu'on retourne ensuite en France tout en continuant à louer le bien? Ça change rien en fait. Tant que vous avez de l'amortissement, comme vous expliquait Marion, vous serez totalement net de fiscalité, et que vous soyez à l'étranger et que vous reveniez en France, ça va pas changer le principe de l'amortissement. Donc vous serez toujours non imposé. Alors, on a une question d'Isabelle par rapport à la TVA. N'est-elle pas du tout payable en cas d'achat? Donc c'est vrai que Mathieu, tu l'as un petit peu expliqué, mais peut-être ça demande de revenir sur ce point. N'est-elle pas du tout payable en cas d'achat? Oui, effectivement, en fait, c'est tout simplement un article de loi que vous avez dans le code général des impôts, c'est l'article 261 D4, qui stipule que sur un investissement dans le neuf et dans une résidence de service comme on propose, hein, senior ou étudiante, vous avez la TVA qui est remboursée par l'État. Et en fait, Résidétudes va avancer la TVA à votre place.
Une question d'Isabelle par rapport à la durée de l'avantage fiscal. C'est vrai que dans les études, donc on parlait des revenus, nets d'impôts pendant une certaine durée. Oui, Cette durée, comme on le disait, hein, elle est de 20 ans minimum et puis elle peut se prolonger en fonction aussi du mode de financement. C'est-à-dire quand c'est on ça, finance avec un crédit, on va aussi pouvoir ajouter, les frais les les intérêts intérêts. d'emprunt et cetera. Et donc ça peut faire changer, la durée, de l'avantage fiscal. Donc, en fonction de votre projet et en fonction de l'étude et du cahier des charges, ça permet de déterminer cette durée au niveau de l'avantage fiscal. Frédéric qui nous demande si on a une liste des constructions en cours. Bah, pour Oui, ça, heureusement. voilà, mais bah, on vous invite, à ce moment-là, on peut faire une étude et voir avec vous, quels sont les projets qui peuvent correspondre, à votre projet d'investissement. Voilà, mais vous en avez vu quelques-uns dans la Voilà. présentation, qu'on vous a mis là. Donc résidence études, c'est une question de Corinne. Est-ce que ça veut est-ce que ça veut dire que si j'achète un logement dans une de ces résidences, mon fils peut y résider et est-ce qu'il peut recevoir les APL? Alors oui, votre fils peut y résider, mais pas forcément dans l'appartement que vous aurez. En fait, il y sera en tant que locataire. Donc vous, vous serez propriétaire. L'avantage, c'est ce que disait Marion, c'est que le fait d'être propriétaire chez nous, que vous soyez propriétaire en résidence étudiante ou senior, bah, vous avez accès à l'ensemble de nos logements, donc les plus de voilà, les quasiment 250 résidences qu'on a partout en France, que ce soit aussi bien étudiante que senior. Donc votre fils peut bénéficier d'une priorité sur la location et donc il peut aussi recevoir les APL puisque ça reste un logement classique, hein, c'est un logement classique. Une question de Takouet, oui, D'accord. Ouais. ouais. Alors Jean-François, pardon. oui, pardon. Mmh. Les certificats énergétiques, qu'il faut dorénavant respecter, donc effectivement, hein, ça fait partie, bah, des nouvelles, normes aujourd'hui. Je crois que d'ailleurs Mathieu, là-dessus, tu avais des éléments plus complets que moi. Oui, et en fait, sur toutes les dernières constructions, de toute manière, vous savez, c'est l'avantage d'investir dans le neuf, c'est qu'on suit, bah, les dernières normes de construction. Donc on respecte bah, les classes énergétiques, et il faut savoir que, même des constructions de on a fait un audit dernièrement, sur l'ensemble de nos résidences et que même, voilà, toutes les constructions qu'on a créées depuis, plus de 30 ans, ne sont pas concernées par ces, classes énergétiques. Donc voilà, on est tranquille jusqu'en 2028 pour notre part. Donc bien sûr, Résid Études fera les entretiens nécessaires pour respecter la classe énergétique. Caroline nous demande quelle est la somme minimale à investir. Bah, c'est que ça reste de l'immobilier, donc vous êtes 100% propriétaire de cet appartement. Donc souvent, voilà, il faut quand même acheter un appartement, voilà, un appartement. Donc c'est à partir de 80 000 euros et ça peut aller jusqu'à 400 000 euros d'investissement, voire 450 000 euros. On a une question de Jean-Michel, que se passe-t-il en cas de revente avant terme? Bah, disons qu'il n'y a pas vraiment de terme non plus, puisque c'est une première période de bail. D'ailleurs, ça rejoint la question de Annie ensuite sur la durée du bail. Première période de bail de 9 ans et ensuite qui est renouvelée par tacite reconduction tous les 3 ans. Ce qui signifie que c'est le même bail qui se poursuit. Donc, peu importe le moment où vous revendez, puisqu'à ce moment-là, le futur acquéreur continue le même bail par la suite. Donc, il n'y a pas vraiment de terme, pour respecter une durée, minimale. Voilà, et donc c'est important de souligner, c'est qu'effectivement une personne qui a acheté en 1989 chez nous, hein, date de création de la société, bah, aujourd'hui si elle possède toujours son appartement, elle possède toujours le même bail commercial. Alors, il y a Donc beaucoup d'autres voilà, je ne sais pas si on a questions. fait le tour des questions? Alors Jean-Claude, quels sont les frais au niveau de Rési d'études? Hem Mais il n'y a pas vraiment de frais, hein, comme l'a expliqué, Mathieu par rapport au bail locatif, hein, on l'a vu tout à l'heure, puisque Résidétudes prend à sa charge donc tout ce qui est entretien, gestion, copropriété, syndic, assurance, comme on a pu le voir. Donc ce qui reste, à la fin, au propriétaire, c'est donc la taxe foncière, l'article 606 et la participation, au mobilier.
Voilà. Donc je pense qu'on va, clôturer sur cette, question. Toutes les questions où on n'a pas pu, répondre, on va on va y répondre, on vous répondra par mail à l'ensemble de vos questions. J'espère que ça vous a plu et on espère, avec Marion, vous revoir très prochainement et avoir des échanges avec vous, de vive voix. En tout cas, merci beaucoup, pour votre participation. Vous avez été très actifs et beaucoup de questions très intéressantes. Malheureusement, c'est vrai Voilà. qu'on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, donc veuillez nous en excuser. N'hésitez pas, hein, à nous envoyer vos questions par mail directement ou à nous contacter aussi, par téléphone, ou via le formulaire de contact sur notre site. On se fera un plaisir de continuer cet échange, avec vous et de pouvoir aller même un petit peu plus loin, au niveau de l'analyse, de votre projet. Donc on est joignable, hein, par mail, qui est indiqué dans la slide juste là et aussi par téléphone, hein. N'hésitez pas par téléphone de vive voix, ça peut être aussi convivial. Voilà, on vous souhaite une excellente fin de journée à tous et à toutes et à très bientôt donc.